Chers amis, vous allez commencer votre vitrectomie et vous devez faire des choix pour contrôler au mieux vos gestes pendant toute la procédure. Vous devez notamment choisir votre moyen d'éclairage et votre système optique lorsque vous êtes à l'intérieur de l'œil. Voyons tout d'abord votre système d'illumination. Je serai beaucoup moins catégorique pour vanter les avantages de la lampe à fente opératoire dans une vitrectomie pour un décollement que dans une vitrectomie pour une chirurgie maculaire. Dans une chirurgie maculaire, on travaille à fort grossissement, le champ opératoire est presque intégralement éclairé par la fente et l'on n'a pas besoin de contrôler tout ce qui se passe en périphérie. Ici, c'est différent et je peux comprendre qu'au moins au début de sa carrière, un opérateur déjà stressé par le contrôle de sa pièce à main veuille contrôler ce qui se passe tout autour, y compris en périphérie, et ne veuille pas voir surgir dans son champ opératoire restreint une rétine attirée par le vitré, apparaissant brusquement comme un diable qui sort de sa boîte. Ceci est compréhensible, surtout pour la réalisation de la vitrectomie centrale, là où la cohérence de la galette vitréenne centrale peut attirer la rétine à distance. Le problème, c'est que si on veut utiliser un éclairage par fibre optique pour avoir une large illumination, il va falloir faire soit une troisième sclérotomie pour introduire sa fibre, soit deux petites sclérotomies pour fixer un chandelier. Pour éviter cela, certains opérateurs en début de carrière, adeptes de la lampe à fente à cause de ses avantages en vitrectomie périphérique, utilisent pour la vitrectomie centrale une lentille grand champ qu'ils tiennent eux-mêmes sur la cornée puisque la lampe à fente leur libère une main. Une fois que la vitrectomie centrale est faite, il n'y a plus de raison de continuer avec cette lentille grand champ puisqu'il n'y a plus de continuité au sein de la galette vitréenne et que le risque d'attirer de la rétine à distance n'existe plus. C'est ce que j'ai fait au début quand je me servais de la lentille de Gimblat. Certes, le champ éclairé n'est pas aussi large qu'avec une fibre, mais suffisamment large pour contrôler tout ce qui se passe dans l'œil. Mais très vite, avec l'expérience, je me suis aperçu que je n'avais plus besoin de cette vision globale et je faisais donc toute ma vitrectomie grâce à une lentille plan concave en gardant le seul éclairage de la lampe à fente, tant ses avantages sont nombreux, liés à trois spécificités. Tout d'abord, le fait que ce soit une fente lumineuse, permettant ainsi de faire une coupe optique des milieux transparents, permet non seulement d'identifier le vitré et la hyaloïde postérieure, mais aussi la cristalloïde postérieure, ce qui est une aide considérable quand on veut enlever la hyaloïde antérieure sans toucher au cristallin. Deuxièmement, le fait que l'éclairage soit fixé au microscope offre l'avantage, comme on vient de le voir, de ne pas obliger à faire de sclérostomie supplémentaire et donc de diminuer le risque d'incarcération vitréenne. De plus, par rapport à la fibre endoculaire tenue par le chirurgien, la lampe à fente présente l'énorme avantage de lui libérer une main qu'il va utiliser pour centrer le verre de contact, pour stabiliser sa pince à membrane et surtout pour effectuer lui-même la dépression sclérale lors de la vitrectomie périphérique. Et là, on aborde un chapitre essentiel dans la réalisation d'une vitrectomie complète, la nécessité d'effectuer une dépression sclérale qui va avoir deux effets bénéfiques. D'une part, au niveau de la base du vitré, l'indentation va propulser cette base de façon centripète et la rendre accessible au vitréotome chez le sujet FAC, même quand il s'agit de travailler en face de l'entrée de la pièce à main. D'autre part,
et qu'il s'agisse cette fois de la partie postérieure de la base du vitré ou de zones beaucoup plus postérieures, voire rétro-équatoriales, la dépression sclérale, en portant la rétine au-delà de sa position de repos, va la plaquer sur l'indentation, exercer un effet de ventousage et lui permettre d'accepter une traction qui, sur une rétine non stabilisée, aurait pu entraîner une déchirure. C'est pourquoi, quand on veut faire un peeling de la hyaloïde postérieure, il est indispensable d'exercer une dépression sclérale jusque dans ces régions rétro-équatoriales et donc de faire une désinsertion conjonctivale. La réalisation de cette dépression sclérale doit être très précise, tantôt plus légère, tantôt plus importante, tantôt plus postérieure. Elle doit s'inscrire dans le concept d'une chirurgie bimanuelle et ne peut donc pas être effectuée par l'aide avec la même précision. C'est comme si on demandait à l'aide, lors d'une phaco, de tenir le cristallin pour le cracking. L'aide ne peut pas non plus tenir la fibre endoculaire. La fibre endoculaire monopolisant la main, la deuxième main du chirurgien, va donc rendre la complétude de la vitrectomie périphérique affectée. Dans le même ordre d'idées, lors d'une dissection de PVR, le chirurgien sous lampe à fente peut très bien faire une troisième sclérotomie pour entrer un ciseau ou une pince et réaliser aisément une chirurgie bimanuelle. C'est pourquoi les chandeliers ont été inventés, car ils libèrent également la deuxième main du chirurgien. Mais, en plus des deux petites sclérotomies dont on pourrait facilement se passer, ils exposent à un petit problème, l'impossibilité d'indenter la base du vitré en arrière des chandeliers sans risquer de les propulser dans le cristallin. Alors, certains d'entre vous me diront « oui, mais on peut aussi enlever le cristallin dans le même temps, cela se fait dans beaucoup d'endroits. » Ok, mais d'une part, il est difficile de calculer la puissance de l'implant idéal sur un œil porteur de décollement. Et puis, pourquoi rallonger la procédure et augmenter le traumatisme quand on peut faire autrement? La troisième spécificité de la lampe à fente est son décalage de 5 à 7 degrés par rapport à l'axe optique. Cela a deux effets. D'abord, et cela est partagé avec le fait que l'éclairage est parcellaire limité à la fente, cela va permettre de faire ressurgir les détails qui n'apparaîtraient pas sous un large éclairage de fibre optique car trop inondé de lumière. Avec la fente, les détails vont émettre une image réfléchie qui ne sera pas noyée et écrasée par l'abondance de lumière. Le deuxième effet se voit surtout lors de la vitrectomie périphérique sous dépression sclérale. Puisque l'axe d'illumination est proche de l'axe visuel, le moindre petit relief vitréen adhérent à la rétine va apparaître en enfilade, se découpant comme un arbre au sommet d'une colline. Cela donne une sensation très forte d'avoir pu tout identifier, même les plus petits détails, ce que je ne peux expliquer qu'en racontant cette histoire. Une mère de famille renverse sa trousse à couture dans la chambre de son bébé. Il y a une bobine de fil, un dé à coudre et des aiguilles. Si elle monte sur un escabeau et éclaire le sol avec un halogène, elle ne va voir que la bobine de fil. C'est ce que l'on voit avec une lentille grand champ car le grossissement n'est pas suffisant. Alors, elle va prendre une torche et éclairer le sol autour du lit, autour de la chaise et découvrir le petit dé à coudre. C'est ce que l'on aura avec une fibre endoculaire au fort grossissement du microscope. Mais elle ne quittera pas la chambre sans avoir vérifié qu'il n'y a pas d'aiguille. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plaquer son œil au ras du sol et éclairer avec la torche de façon tangentielle pour déceler enfin les têtes d'aiguille qui se détachent du sol et ce n'est qu'à ce moment-là
qu'elle pourra sortir de la chambre de son bébé. Et c'est ce sentiment très subtil que l'on ressent avec la lampe à fente, la certitude d'avoir tout identifié, tous ces petits détails, grâce à cet éclairage tangentiel. Je n'ai jamais rencontré ce sentiment avec aucun autre système d'éclairage. C'est pourquoi je vous incite à opter pour cette solution, même si je sais qu'au début vous allez être gêné par des reflets, notamment avec la lentille plan concave, mais vous apprendrez vite à les éliminer. Sur le plan pratique, vous pouvez voir comment installer la lampe à fente dans le chapitre 5 de la playlist sur la macula. À noter, pour ceux qui utilisent les systèmes 3D, que l'éclairage par lampe à fente est non seulement compatible, mais donne des résultats encore plus spectaculaires. Et puisqu'on parle des systèmes 3D, j'aimerais vous dire que je n'y suis pas opposé. J'avais d'ailleurs fait des essais 3D avec Zeiss il y a plus de 20 ans, avec une vision en relief incroyable, même un peu trop forte. J'aimerais juste faire un commentaire. Si ce qui vous plaît dans ce système est de pouvoir montrer sur grand écran une belle image que les visiteurs ou le staff va suivre avec intérêt, sachez que pour beaucoup moins cher, vous pouvez acheter une caméra HD avec une sortie en HD SDI que vous connecterez sur un grand écran grâce à une carte graphique et qui pourra vous donner une qualité d'image infiniment meilleure car moins compressée que celle fournie en 2020 par les offres de 3D. Alors, bien sûr, cette image ne sera pas en relief, mais elle sera évolutive dans le temps selon les avancées technologiques. Un avantage par contre des systèmes 3D pour les jeunes opérateurs non presbytes, c'est que la mise au point sera toujours parfaite puisqu'ils regardent un écran et que donc leur mise au point n'est pas influencée par l'accommodation. Et cela nous amène à parler des moyens de visualisation, c'est-à-dire des systèmes optiques pour visualiser le fond d'œil. Les deux grands systèmes qui s'opposent ou se complètent sont la lentille plan concave et les systèmes grand champ. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. La lentille plan concave donne la meilleure qualité d'image et sera utilisée en priorité quand il s'agira de peler une membrane. Les systèmes grand champ donnent un meilleur contrôle d'ensemble autour de la zone de travail en permettant également un contrôle visuel lors d'un échange fluide-gaz, ce que la lentille plan concave ne permet pas, sauf chez la fac. Il faut donc avoir les deux systèmes à disposition. Il est difficile de conseiller un jeune chirurgien sur l'utilisation de l'un ou l'autre de ces deux systèmes car cela dépend de beaucoup de choses propres à chacun. Tout d'abord, du système avec lequel il a appris à l'hôpital. Il a fait des efforts pour maîtriser ce système, il aura tendance à conserver ses habitudes. Cela dépend du système d'éclairage qu'il a choisi. S'il a choisi une fibre endoculaire pour se rassurer dans le contrôle périphérique, il aura plus tendance à opter pour un système grand champ. Cela dépend aussi de son niveau d'exigence dans la complétude de la vitrectomie. Ainsi, un perfectionniste dans la qualité de la vitrectomie aura choisi pour la faire une dépression sclérale périphérique lui-même qu'il réalisera lui-même et aura donc probablement opté pour un éclairage par lampe à fente. Il sera donc plus enclin à choisir une lentille plan concave qui lui donnera la meilleure vision des détails. Cela dépend enfin de tout un tas de choix comme la position des trocars et la façon d'enlever le vitré autour des trocars. Par exemple, comme je plaçais mes deux trocars à 11h et midi, et ne voulait pas faire de dépression sclérale en arrière de ces trocars. J'utilisais un verre à 3 miroirs pour la vitrectomie périphérique entre 10h30 et 12h30. Mais faire une vitrectomie dans un miroir n'est pas évident. Il faut arriver à déconnecter son cerveau de sa commande gestuelle. Les mauvaises langues diraient que c'était plus facile pour moi, vu le peu de complexité de mon cerveau.
Je vais donc simplement vous dire pourquoi j'ai choisi de pratiquer toutes mes vitrectomies, sauf au moment des rares échanges liquide-gaz, avec la lentille plan concave de FCI. Il s'agit d'une lentille à usage unique, entourée d'une petite jupe en silicone suffisamment petite pour permettre la mobilisation de la lentille sur l'œil sans que la jupe ne bute sur les trocars. La jupe présente un petit rebord qui permet à l'aide de la tenir avec une pince à griffe et de la retourner pour déposer un produit visqueux dans la concavité de la lentille. La lentille est donc excessivement facile de manipulation. Sa relative mobilité sur la cornée est un de ses avantages principaux. En effet, cet effet prismatique provoqué par son inclinaison sur l'œil lui confère la capacité de permettre la visualisation continue de toute la rétine depuis la macula jusqu'à la pars plana. Quand vous faites votre vitrectomie périphérique, la dépression sclérale que vous effectuez fait basculer le globe vers la zone que vous regardez. Si vous laissez tomber la lentille vers votre dépression, vous aurez une vision du pôle postérieur. Si votre aide maintient la lentille plus haut sur la cornée, presque horizontalement, vous aurez la vision périphérique jusqu'au corps ciliaire. Donc, visibilité de toute la rétine sans besoin de lentille prismatique. Et en conservant la qualité d'image liée à ce type de lentille, c'est-à-dire une image infiniment plus grosse et plus nette qu'avec une lentille grand champ. Tels furent mes choix. J'ai bien conscience que mes choix ne s'inscrivent pas dans toute la mouvance actuelle. Il est certainement plus up-to-date de faire une vitrectomie sans désinsérer la conjonctive, car cela permet d'avoir un œil blanc le lendemain, mais il faut restituer les choses dans leur contexte. Dans les indications de vitrectomie que j'ai décrites, le tableau clinique est suffisamment sérieux pour exiger une vitrectomie complète avec notamment un pelage de la hyaloïde postérieure adhérente et une action très précise au niveau de la base du vitré. Si l'on ne fait pas de désinsertion conjonctivale, on ne pourra pas faire de dépression sclérale rétro-équatoriale indispensable à la réalisation du peeling. On devra donc alors se contenter d'un shaving à très haute vitesse, qui donnera au chirurgien la possibilité de pouvoir se promener le long de la rétine sans la faire bouger, puisqu'il n'enlèvera pas la hyaloïde adhérente. De même, au niveau de la périphérie, la dépression sclérale effectuée par l'aide laissera plus de vitré antérieur que si le chirurgien l'avait fait lui-même, d'autant qu'il aura continué à couper à très haute vitesse, bercé par l'illusion d'avoir tout enlevé sur une rétine immobile, grâce aux performances de sa merveilleuse machine. Ce chirurgien ne se rendra probablement pas compte que, comme le prouve le IVRS RD Study, il aura avec cette technique 3 fois plus d'échecs. Mais sa clientèle ne continue-t-elle pas à augmenter? Et de toute façon, un décollement de rétine, c'est quelque chose de grave, non? Mon approche fut complètement différente. Ma recherche sémiologique préopératoire et péropératoire avait pour but d'identifier tout ce qui devait être traité de façon à tout traiter, mais à ne traiter que cela, car tout traumatisme excessif se paye en termes de résultats fonctionnels. Cela explique que j'ai toujours donné la préférence à la qualité de l'image par rapport au confort, et ce qui explique les choix de la lampe à fente et de la lentille plan concave. Dans le même esprit, ma recherche d'efficacité et de qualité m'ont conduit à améliorer et à faire évoluer les caractéristiques ergonomiques et fluidiques des machines à vitrectomie, de façon à repousser plus loin les limites de cet incroyable pari infernal de vouloir enlever le plus de vitré possible, mais sans pour autant entraîner de traction, ce qui est difficile à concilier. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre.